raindrop tonight. Je travaillais dans le domaine de la vente et puis j'avais beaucoup de succès dans la vente. J'étais gérante régionale d'une grande équipe ici au Québec et puis je battais les records du Canada et des États-Unis. J'aimais beaucoup mon travail en motivation. Et c'est sûr que dans ce genre de travail, on nous incitait à lire beaucoup de livres de pensée positive et tout. Donc ça, j'étais très axée là-dessus. Tout allait bien et tout jusqu'au jour où j'ai pris du poids et j'ai voulu savoir, j'ai essayé des régimes, mais j'ai pas aimé être au régime. Donc je me suis dit un jour, une bonne idée, je vais écrire tout ce que je mange et ce que je bois. Et c'est là que ça a été la révélation de ma vie parce que quand j'ai commencé à écrire ce que je mangeais, j'ai bien vu à quel point j'étais rigide, je me contrôlais, j'essayais de contrôler mon mari, mes enfants. J'écoutais pas mes besoins finalement. Puis je mangeais mes 3 repas par jour parce que c'était supposé, c'est ça que j'avais appris. Je mangeais parce que c'était à l'heure de manger et je me suis rendu compte que je savais même pas si j'avais faim ou non, puis je mangeais quand même. Et que je faisais la même chose dans toutes les autres sphères de ma vie. Alors quand j'ai commencé à écouter mon corps vraiment, à me demander est-ce que j'ai vraiment faim ou non, je me suis rendu compte que je mangeais souvent juste 2 repas sur 3. Ou des fois, je peux manger des céréales le soir au lieu du matin, ce que je n'aurais jamais fait avant, parce que c'était pas supposé. Puis j'étais beaucoup trop dans le supposé, le paraître, en tout cas, plein de croyances. Et alors, au fur et à mesure que je faisais ça, au bout de 2 mois, ben là, j'avais perdu les kilos de trop, ça s'est fait tout seul. Mais à ma grande surprise, agréable surprise, je me suis aperçue que toutes mes maladies disparaissaient. Je souffrais de maux de tête fréquemment, de rhumatisme, surtout dans les jambes, plein de bobos, des maux de gorge à répétition. Et tout ça a disparu un après l'autre. Et surtout, le plus grand problème, c'était les maux de dos que j'avais régulièrement. Alors, je mettais tout sur mon dos, je voulais tout contrôler, donc je ne faisais pas confiance aux autres, je voulais tout faire moi-même. Et quand ça a commencé à partir, ben, je vais réaliser qu'il y avait certainement un lien entre ma nouvelle façon de me poser des questions, puis écouter davantage mes besoins et les maladies. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches, mais il n'y avait rien d'écrit à ce sujet-là, jusqu'au jour où quelqu'un m'a apporté un paquet de feuilles qui étaient toutes brochées ensemble, qui avaient été écrites par Louise Hay, de la Californie, qui était métaphysicienne, et qui avait même pas écrit un livre. Ça, on parle de 1981, l'année avant que je commence mon école. Quelqu'un me dit, j'ai eu ça, ces feuilles-là, je pense que ça va t'intéresser. You were raised in a family where everybody was manipulated by guilt, then you're probably going to do the same thing. You're probably a person who runs around saying, I'm sorry all the time. I'm sorry, I'm sorry. And you can never ask for anything outright because you always want to manipulate somebody. But these are old family patterns. And it's very easy to blame our parents, and it's very easy to blame our childhood or our environment. But the problem with that is that it keeps us stuck. We don't get to be free. We get to stay in our victim thing. And that's no good for anybody. Then we just get to keep having our problems. But remember, you're in charge now. Doesn't matter what your parents said. Doesn't matter what anybody else did. Doesn't matter what you learned. What really matters is what you are choosing to think and say now. Because you're the only person that thinks in your mind. Now, I've known that one of the most powerful affirmations you can use is, I love and approve of myself. I love and approve of myself. And when you first say that, it's amazing what can come up and come to the surface. Lots of times when we begin to say that, all the negative messages come to the surface. And it's marvelous because that gives us an opportunity to know what's been in the way. You see, if you don't hear your negative messages, you don't know what's in your way. So when you start to do an affirmation like, I love and approve of myself, you want to really pay attention
to what the negative messages are. J'étais tellement emballée, je me suis dit, ah, voilà quelqu'un qui pense comme moi, qui a un lien entre les façons de penser. À ce moment-là, je ne savais pas trop comment utiliser ça parce que j'étais super occupée dans le domaine de la vente. Mais en même temps, j'étais comme un peu blasée dans le domaine de la vente parce que ça faisait 16 ans et j'avais l'impression d'avoir tout appris. J'avais plus autant de motivation qu'avant. Et c'est là que j'ai fait un rêve une nuit où je me voyais enseigner ça. Je me voyais sur une scène dans une grande salle avec peut-être 1000 personnes où j'enseignais aux gens à écouter leur corps, à décoder les messages de maladie et tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lâcher le domaine de la vente et partir à mon compte, créer des ateliers, partir mon école. Alors, tous ces problèmes, comme les problèmes de santé ou quel que soit le problème de relation, des problèmes sexuels, problèmes d'argent, problèmes, enfin, tout ce que ça va pas bien dans notre vie, c'est toujours relié à une des 5 blessures, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc, j'ai fait une grande synthèse là-dessus aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le comportement qu'on utilise, les attitudes intérieures qu'on développe quand on est dans une blessure, comme par exemple, si tout à coup quelqu'un me dit quelque chose et puis je souffre de rejet, je me sens vraiment rejetée comme si j'étais rien, nulle, ben, je vais être portée, ma réaction première, ça va être de fuir, de m'en aller ou de me replier sur moi-même pour pas que ça paraisse. Donc, le corps physique, il prend la forme physique qui va avec nos comportements. Puis c'est ça qui est si impressionnant. Moi, je suis toujours émerveillée par l'intelligence du corps physique, ben de la nature humaine. Hein. Et fait qu'une personne qui souffre de rejet très souvent, avec une grande blessure de rejet, elle va avoir un physique beaucoup plus effacé. Une petite madame ou un petit monsieur tout maigre, tout mince qui passe inaperçu dans puis qui sait pas exprimer ce qu'il vit, qui garde tout en dedans de lui. C'est pour ça que c'est cette blessure-là qui est à la source des maladies plus importantes, parce que les gens retiennent trop en dedans d'eux. Donc, c'est intéressant de voir dans le corps physique la blessure qui va avec le comportement que les gens ont. Alors, quand on souffre de trahison, on est du type de personne qu'on veut montrer qu'on est fort, qu'on est solide, on peut nous faire confiance, responsable, et fait qu'on veut avoir l'air fort. C'est pour ça que chez les hommes, on le voit dans les épaules plus larges, qui sont capables d'en prendre sur leurs épaules. Et puis chez la femme, elle, c'est surtout au niveau du bassin pour montrer comment est-ce qu'elle est forte en tant que maman, en tant que femme, pour porter tout le monde, pour materner tout le monde. Et ça, c'est super intéressant aussi de pouvoir regarder une personne. On a juste à la regarder attentivement, puis on peut voir si elle a une de ces blessures-là ou quelques-unes de ces blessures-là. Puis ça nous aide à avoir beaucoup plus de compassion, de compréhension quand on sait qu'une personne, quand elle se sent rejetée, n'aura pas le même comportement qu'une personne qui se sent, disons, qui a peur d'être trahie. Alors, c'est encore d'autres choses qui nous aident beaucoup à améliorer nos relations, hein, de juste utiliser le corps physique pour savoir ça sur les gens. Le déni est surtout relié à la blessure de rejet, parce que c'est la blessure qui fait le plus mal, parce qu'elle est au niveau de l'être. Je suis nul, je suis rien. C'est comme ils n'ont même pas le droit d'exister. Ils pensent, quand ils sont dans leur blessure, là, ils se disent quand même que je mourrais demain, là, ça ne ferait pas de différence dans la vie de personne. Tu sais. C'est un peu comme... Ils ont l'impression qu'on les traite comme comme un meuble, tu sais, que personne ne les aime. Fait que ça fait tellement mal, cette blessure-là, que c'est une survie, finalement, pour eux que de faire du déni. Puis quand, au fur et à mesure que les gens commencent à se regarder et à dire, ben oui, c'est vrai que je me rejette, puis ils commencent à voir les gens différemment. Ils s'aperçoivent que c'est pas vrai que les gens les aiment pas. Tu sais, c'est pas parce que je dis non à quelqu'un que je lui dis que je l'aime pas. Je suis en train d'écouter ma limite. Mais la personne qui souffre de rejet, elle, tout de suite, elle pense que quand on dit non, elle est rejetée. Tu vois, c'est comme quand j'ai des employés, là, si je dis
à une employée qu'elle a fait une erreur, puis la prochaine fois, ce serait mieux qu'elle vérifie avant de me remettre un travail. Tout de suite, là, je descends et dis, c'est ça, dis-moi donc que je suis bonne à rien, que je fais jamais rien de bon. Je dis non, là, je te parle de ce document-là. Je ne parle pas de ce que tu es, je parle de ce que tu viens de faire. Voyez, mais pour une personne qui est dans sa blessure là, à ce moment-là, elle n'est pas capable de comprendre ça. Elle remet tout à ce qu'elle est. C'est pour ça, c'est de l'ego à son maximum. Avant d'avoir une maladie, on vit beaucoup de malaise, on vit des émotions, on vit de la colère, des peurs. On a plein d'autres messages qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui va pas bien dans notre attitude. Mais on veut pas le montrer, on pense que c'est la faute des autres, on ne se prend pas en main. Fait que on finit par avoir une maladie, parce que là, que la maladie, là, ça fait vraiment mal. On ne peut pas dire je suis pas malade. Là, elle est malade, la personne. Elle a un cancer, par exemple. Ben, c'est comme si le corps dit, mais là, vas-tu voir à quel point tu te fais mal? Parce que la maladie fait aussi mal au corps physique que notre attitude nous fait à notre âme, au plan psychologique même. Les blessures sont inscrites dans l'âme parce que tout ce qu'on vit au plan psychologique, c'est un bagage que l'âme garde d'une vie à l'autre. Fait que tout ce qu'on n'a pas réglé dans une vie, on revient. C'est un peu comme... parce que pour moi, l'âme, elle a plusieurs vies. Comme moi, en tant que Lise Bourbeau, je vis plusieurs jours dans une vie. Et si j'ai une grosse dispute avec quelqu'un aujourd'hui, puis que je ne veux pas m'en occuper, je fais semblant que ça ne me fait rien, je vais me lever demain, la colère va être encore là, je n'ai rien réglé, il va falloir que je le règle un jour. Mais c'est la même chose au niveau de l'âme, on continue à revenir avec les blessures qu'on n'a pas réglées dans le temps, puis à chaque vie, on choisit. Selon moi, on choisit, bon, ben dans cette vie, la prochaine vie, je vais surtout travailler sur ma blessure de rejet puis d'injustice, par exemple. Alors, ça veut dire que ces personnes-là vont avoir plus le corps d'une personne avec ces blessures-là et ça va être ceux-là qui vont les faire travailler plus. Mais on les a toutes, les blessures, à l'exception de l'humiliation que je ne vois pas chez toutes les personnes, mais selon moi, on a tous au moins les quatre blessures sur 5. Mais il y en a toujours au moins une ou deux qui sont plus importantes selon le plan de vie de la personne, ce qu'elle est venue régler dans cette vie-ci. Ce qui est intéressant, c'est que si, avant de naître, selon mon choix, mon plan de vie que je suis venue faire, bien, je vais être attirée par une famille qui ont les choses semblables. Comme moi, je vois que chez nous, dans ma famille, on a tous une bonne blessure d'injustice, par exemple. Bien, c'est sûr que moi, j'ai toujours trouvé ma mère injuste. Je la trouvais injuste envers certaines de mes sœurs. Je la trouvais injuste envers mon parent, mon papa. Et puis moi, je la trouvais injuste parce que moi, elle me faisait des passe-droits qu'elle ne faisait pas à mes sœurs. Fait que, vous voyez, j'avais plus que mes sœurs, puis malgré ça, j'aurais dû être contente, mais parce qu'avec cause de ma blessure d'injustice, mais j'acceptais pas que maman fasse des passe-droits comme ça. Et alors, c'est intéressant de voir qu'on n'est pas dans une famille pour rien. On a tous à travailler ensemble pour s'aider dans nos blessures. Ça, c'est une chose qui est bien importante à découvrir, c'est que nos malaises ne nous disent pas d'arrêter de faire ou de continuer à faire quelque chose. C'est toujours notre façon de penser face à ce qu'on fait qui est à réviser. Mais quand ce sont des malaises très, très forts comme ça veut dire que la cause vient depuis la petite enfance, depuis déjà très, très jeune. Et il y a souvent une grosse blessure qui a été vécue. On a été blessé dans quelque chose en soi, soit rejeté ou une grosse injustice, et qu'on a vécu dans l'isolement. Quelque chose qu'on n'a pas pu partager avec quelqu'un d'autre, qu'on a essayé de refouler à l'intérieur de nous. Puis ça nous suit tout le temps, hein? C'est pour ça qu'avec les années, ça grossit, puis à un moment donné, le corps n'est plus capable. Alors, quand on est rendu à la limite de notre réserve, bien là, c'est la maladie qui s'installe. Fait que c'est pour ça que quand ça fait mal dans votre corps, là, ça veut dire qu'il est grand, grand temps que vous preniez conscience d'une façon de penser qui est plus bonne pour vous autres, qui vous détruit, qui vous fait mal. Puis c'est jamais, jamais la faute des autres. C'est très, très facile de mettre la faute sur l'extérieur, tu sais.
C'est clair que c'est la plus grande difficulté pour le bonheur puis le bien-être de tout le monde sur la planète Terre parce que notre ego est trop puissant. C'est toujours notre ego qui dit que c'est la faute des autres, que tout ce qui m'arrive, là, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. C'est bien plus facile, hein, comme ça, d'accuser les autres plutôt que de se regarder. Mais dans mon enseignement, c'est la chose principale, la responsabilité et l'amour de soi. On revient toujours à ça, parce que tant et aussi longtemps qu'on pense que ça vient des autres, on ne peut pas rien régler. On ne regarde pas à la bonne place quand on voudrait que les autres changent pour que nous, ça aille mieux. Puis c'est la notion qui est la plus difficile à accepter par tout le monde. Je le vois, hein, ça fait 32 ans que j'enseigne. J'ai parlé avec des milliers de personnes dans ma vie. C'est toujours très difficile d'oser admettre qu'il y a quelque chose en moi qui attire le comportement des autres face à moi. Tu sais, quand on dit, ben regarde-toi, qu'est-ce qu'il y a en toi qui attire, là, que ton mari ne veut jamais t'écouter parler, là, qui est pas attentif à toi. Tu sais, c'est pas facile, hein, à accepter ça. C'est sûr que moi, j'ai entendu toutes sortes de moyens parce que depuis le temps que je fais du développement personnel, au début, ben, je me contrôlais, je pensais que je voulais tellement être positive, mais me suis rendu compte au fil des années que le seul moyen qui est à long terme et puis qui est vraiment efficace, c'est l'acceptation de soi. Ça a l'air trop simple, c'est pour ça que c'est difficile pour les gens de mettre en pratique juste ce moyen-là, parce qu'ils disent, mais ça se peut pas que ça marche. Juste le fait de dire, supposons là, que toi, tu viens de me dire quelque chose, puis je me suis sentie rejetée. Ben, si à ce moment-là, tout à coup, là, je prends une bonne respiration, puis je me dis, bon, là, c'est ma petite voix dans ma tête là, qui me dit que je suis pas, que je vaux rien, là, bon. Puis c'est vrai, je me sens rejetée dans le moment. Ben, on fait juste regarder ça, comme si on se regardait de l'extérieur. Je m'observe dans le fait que dans le moment, je me sens rejetée. Ça ne veut pas dire que je vais être comme ça le reste de mes jours, mais à cet instant précis, je me sens rejetée. Puis on fait juste être avec ça. On n'essaye pas de se contrôler, on n'essaye pas de le changer. C'est ni bien ni mal. C'est strictement de l'observation et c'est ça qui est le secret. C'est l'observation qui guérit les gens parce que quand on s'observe, c'est comme si on était dans notre lumière, dans notre cœur, puis on met plein de lumière sur ce qu'on observe. On aide la situation à se transformer avec notre lumière. Parce que quand on est dans la peur, on est dans la noirceur. Puis en noirceur, il n'y a rien qui se transforme. Les plantes, les arbres, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de vie s'il n'y avait pas de soleil. Alors, c'est la même chose pour nous. Notre lumière intérieure nous aide à transformer les choses. Puis, alors, quand on dit plus tu veux te changer, moins ça change. Puis plus tu t'acceptes dans ce que tu es à chaque instant, puis plus ça change. Ben, voyez, ça, là, mentalement, on ne peut pas comprendre ça. Juste être capable de regarder la réalité telle qu'elle est, puis surtout se donner le droit d'être des humains, parce que tant et aussi longtemps qu'on va être sur la planète Terre, on va toujours avoir des blessures. C'est impossible qu'on soit toujours d'accord avec tout le monde, parce qu'il y a des gens, des fois, là, eux autres, ils sont impatients, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, puis là, tout à coup, ils nous disent quelque chose de très raide, là. Puis là, on dit, ben franchement, tu pourrais parler sur un autre ton. Vous voyez, on ne peut pas tout le temps, tout le monde être à l'affût des besoins des autres. Donc, si on se donne le droit d'être humain avec des impatiences, avec des traits négatifs en soi, ça fait toute la différence. Le plus grand avantage à écouter son corps, finalement, c'est que ça nous aide à apprendre à aimer davantage. C'est parce que c'est vraiment ça qui est dans le fond de tous nos malaises, de tous nos problèmes, que ce soit un problème physique, que ce soit quelque chose que vous attirez autour de vous, que vous n'aimez pas, c'est toujours là pour nous indiquer qu'on ne s'aime pas assez. Et l'amour véritable, l'amour inconditionnel, c'est justement ça, c'est se donner le droit d'être ce qu'on est, c'est se donner le droit d'avoir des limites, d'être des humains avec des peurs, des faiblesses, on n'est pas obligé de toujours répondre aux attentes de tout le monde. On n'est pas obligé de répondre aux attentes de notre tête.
Ce qui arrive chez nous, c'est que nous, on est une école d'enseignement. Donc, dans les ateliers, les conférences, les livres, j'explique des causes à des problèmes et puis je donne des moyens comme l'amour, la responsabilité et tout ça. Puis, les gens qui le mettent en pratique, c'est eux autres qui y arrivent et qui nous disent, ben, tu sais, je souffrais de diabète auparavant. Puis là, je m'aperçois que depuis que j'ai commencé à agir différemment, là, ben, c'est toute partie. Fait que, puis ça, on a des témoignages comme ça, même de maladies considérées incurables par par la science, la médecine. Puis, parce que ben, je suis tellement convaincue, moi, puis je le vois bien avec ces témoignages-là, que le corps physique, on sait que les cellules se renouvellent sans cesse dans notre corps. Ça, c'est admis, ça, c'est scientifique. Bien, les cellules se renouvellent en fonction de notre état d'être. Donc, si j'ai changé quelque chose à l'intérieur de moi, ces nouvelles cellules-là, ils vont être plus saines, plus en santé, plus fortes. Et c'est ce qui fait que tout à coup, oups, la personne n'a plus de maladie, elle retourne voir son médecin, il fait des radiographies, bon, il voit plus la tumeur, il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est ça, c'est comme ça, et c'est un fait. Fait que moi, je dis toujours aux gens, ben, avant de vous considérer guéri, retournez voir votre médecin puis faites faire des tests, tu sais, avant pour le vérifier parce que des fois, on peut se faire croire des choses aussi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens qui sont bons. Méditer, c'est excellent pour justement donner une chance au mental de se reposer un peu. Puis parce que la vraie méditation, c'est de l'observation. Ce que moi j'appelle l'amour de soi, puis beaucoup de personnes pensent que c'est de l'égoïsme, puis c'est surtout ça qu'on a besoin d'apprendre. Puis c'est ça que notre corps, quand notre corps nous parle, c'est toujours pour nous dire qu'à quelque part, on ne sait pas s'aimer. On ne s'aime pas de la bonne façon, on ne se respecte pas, donc on fait la même chose avec les autres. Alors, c'est pour cette raison-là que c'est important de vivre avec les autres, parce que comme on ne peut pas se voir vraiment comme on est, moi, je suggère toujours de regardez-vous aller avec les autres, de quoi vous accusez les autres, comment vous traitez les autres, qu'est-ce que vous faites avec les autres, puis vous savez tout de suite ce que vous faites avec vous autres. Et puis de regarder aussi de quoi j'accuse l'autre. Ce que je trouve moi, super intéressant, c'est à chaque fois qu'on vit une émotion, on accuse quelqu'un. Tu regardes de quoi tu accuses l'autre, puis allez vérifier, l'autre vous accuse de la même chose. Puis ça, c'est pas toujours évident. Mais il s'agit d'avoir l'humilité nécessaire pour le faire, puis dire à l'autre, là, je vis une émotion, là, je m'aperçois que je suis en train de t'accuser de ci, ça. Est-ce que ça se pourrait que toi, tu m'accuses de la même chose? Peut-être pas dans la même situation, là, mais dans une autre situation. Parce qu'il semblerait que c'est pas pour rien qu'on est ensemble et qu'on vit les émotions comme ça. Les émotions que vous vivez avec votre patron, avec vos enfants, c'est toujours comme ça. Ça fait trop longtemps que je vérifie cette théorie-là avec des milliers de personnes, puis ça s'avère tout le temps vrai. Des fois, quelqu'un va dire, ben moi, ce qu'on fait les miroirs avec qu'est-ce qui nous dérange, hein, par exemple. Fait que comme un jeune homme, il me dit, ah ben moi, je peux pas tolérer les gens qui me fument en dessous du nez, là, qui s'allument une cigarette devant moi sans même vérifier si ça me dérange. Tu sais, puis moi, j'ai jamais fumé de ma vie, donc il peut pas être mon miroir. Alors, je lui ai dit, non, là, c'est pas dans ce qu'il l'autre fait qui est ton miroir, c'est dans ce que tu le juges d'être. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, tu le juges d'être quoi? Tu sais? Ben, je le trouve irrespectueux. Et puis, j'ai dit, mais toi, ça t'arrive pas d'être irrespectueux des fois envers les autres? Fait que ça se passait dans un atelier. Fait qu'il me dit, moi, jamais. Il dit, moi, ça me dérange tellement les gens qui tu sais, qu'il est respectueux, je suis toujours respectueux avec les gens. Alors là, à ce moment-là, tout le reste de la classe dans la salle, ils se sont mis à rire. Alors je leur ai dit, ben dites-lui pourquoi vous riez. Ils ont dit, ben depuis qu'on a commencé l'atelier, hier matin, tu nous manques de respect à nous tous, puis même à Lise en avant. Ben, il s'en était pas rendu compte. Il interrompait tout le temps. Si quelqu'un me posait une question, lui, il répondait pour moi, avant moi. En tout cas, il manquait de respect. Et puis, je lui avais dit à quelques reprises, non, je regrette, là, c'est pas à toi qu'elle parle, c'est à moi, tu sais, bon. Et puis, il dit, ah, vous appelez ça du manque de respect? J'ai dit, toi, tu appelles ça comment, ton attitude? Il dit, moi, j'appelle ça, ben, il dit, moi, je prends ma place.
Il dit, c'est pas du manque de respect, il dit, je veux prendre ma place, tu sais. Fait que vous voyez, c'est ça l'ego. On juge les autres d'être quelque chose, mais nous autres, on veut pas se voir qu'on est comme ça aussi avec les autres. Mais si on veut vraiment aller jusqu'au bout, c'est important de vérifier avec les autres, dire, ben, tu sais, moi, là, dans telle circonstance, je t'ai jugé d'être égoïste, d'être sans cœur, n'importe quoi. Ça t'arrive-tu, toi, de me trouver comme ça, de trouver que je suis sans cœur? Puis là, si on vérifie avec l'autre, c'est tellement c'est agréable puis merveilleux ce qui arrive parce que là, l'autre va dire, ben oui, des fois, je suis tout sans cœur dans telle circonstance. Puis on est tous surpris parce que nous autres, on ne voulait pas, on ne pensait pas que ça allait être sans cœur, ça. Parce que notre ego veut juste le voir chez l'autre. C'est juste l'autre qui est sans cœur. Moi, je ne le suis pas. C'est juste l'autre qui manque de respect. Et puis là, quand on s'aperçoit que quand nous, on le fait, comme quand ce jeune homme-là, il prenait la parole puis il coupait la parole à tout le monde, il ne se tapait pas pour mal faire, il n'était pas méchant, mais lui, il était ceux qui prenaient sa place. Fait que là, après ça, il va avoir plus de compassion. Après, quand il va voir quelqu'un qui traite d'irrespectueux, il va dire, ben lui, il doit peut-être prendre, il pense qu'il prend sa place. C'est comme moi. Fait que dans le fond, il n'est pas pire que moi, on est pareil. Fait que ça, c'est de l'acceptation, puis c'est vraiment ça. Le miroir, pour moi, ça fait 40 ans que je travaille avec ça. C'est le moyen le plus efficace au monde que j'ai pu trouver depuis tout ce temps pour avoir des bonnes relations, que ce soit au travail ou à la maison. C'est un peu comme Carl Jung, le grand psychanalyste, là, c'est lui qui expliquait ça, que plus on veut refouler quelque chose, on peut voir, c'est comme si on le repoussait à l'extérieur de nous autres, puis ça crée une espèce d'aimant qui attire que les autres sont comme ça avec nous. Fait que c'est pour ça qu'au lieu d'en vouloir à l'autre puis essayer de changer l'autre, si on devient responsable, on dit, ben là, qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ça? Pourquoi que je m'attire des gens irrespectueux ou des gens égoïstes? Fait que puis déjà, ça règle beaucoup de choses, ça. Ben, c'est sûr que le corps physique, il a une consistance incroyable. On peut faire des abus, puis le corps physique, il est tellement une merveilleuse machine. Mais par contre, si une personne fait sans cesse des abus et n'écoute pas les besoins de son corps physique, ben, pour moi, ça, c'est le reflet qu'elle fait la même chose dans d'autres domaines. Donc, tu sais, fait que peut-être que le corps est capable d'en prendre pendant un bon bout de temps, mais il va arriver un temps qu'il ne sera plus capable d'en prendre quand cette personne-là, elle ne sera plus capable d'en prendre au plan psychologique aussi. Fait que pour moi, l'alimentation, plus on s'aime, plus on veut donner des bonnes choses à notre corps. Moins on veut lui donner du trouble dans notre corps physique. Et je sais bien, fort bien, moi, que quand ça m'arrive, bon, on fait la fête, on prend plus de vin, on mange plus, on mange toutes sortes de choses mélangées, on mange quand on n'a pas faim. Là, quand ça m'arrive, je dis à mon corps, bon, là, aujourd'hui, là, je vais juste te dire, je vais te donner beaucoup de travail, là, parce qu'on fait la fête, là, mais c'est correct, hein, c'est juste aujourd'hui, hein, je sais que tu es capable. Fait que ça, c'est l'attitude à avoir, parce que si on se sent coupable en prenant un verre de trop ou manger trop, c'est là que on rend la tâche beaucoup plus difficile à notre corps. Parce que notre attitude, elle est négative. Fait que l'important, c'est d'essayer de donner le plus possible à notre corps ce qu'il a besoin, mais surtout de ne pas se sentir coupable quand on n'y arrive pas. Parce qu'on est tous des humains, puis on a des hauts et des bas. Des fois, on vit des émotions, puis ça nous fait dévier. Hein? Ça fait partie d'être humain, puis se donner le droit d'être humain. Il y a définitivement un grand éveil. Moi, je le vois parce que je vois la différence même à chaque année. Quand j'ai commencé à aller en France, ça fait 22 ans que je vais en France à chaque année. Au début, les gens dans les conférences, les ateliers, les deux bras croisés, puis là, je voyais les gens là, qui étaient sceptiques, puis ils se regardaient entre eux et disaient, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Tu sais, je voyais que ça ne rentrait pas, les gens, là, ils résistaient beaucoup. Puis à chaque année, il y a de moins en moins de résistance. Quand j'ai commencé à aller au Japon, ça fait 7-8 ans qu'on va au Japon. Les Japonais sont connus pour être des personnes très rigides, hein, puis qui ne savent
parfois sentir, quand je leur demandais comment ils se sentent, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Et des gens qui ne sont même pas capables de toucher ils n'ont pas le droit dans leur culture de dire ou de penser quelque chose de négatif d'une autre personne. Alors quand je lui disais, mais tu la juges ou l'accuses d'être quoi, cette personne-là? Oh non, je l'accuse pas, elle n'a pas fait exprès. C'était impossible pour eux de toucher à ça. Puis maintenant, il devrait y avoir la différence. Donc, je le vois, le grand éveil. Dans les pays russes, ça fait 15 ans qu'on va dans les pays russes. On a beaucoup, beaucoup de succès. J'ai 1,5 million de livres vendus en russe. Et c'est incroyable, les gens, comment ils en veulent. Puis, alors, je le sens partout dans le monde parce que j'ai la chance d'avoir travaillé dans 28 pays différents. Et je vois beaucoup, beaucoup d'éveil. Puis les gens veulent prendre leur vie en main, beaucoup plus qu'avant. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, il y avait une librairie dans Montréal qui vendait des livres à cet effet-là, seulement en anglais, comme La puissance du subconscient du docteur Murphy, par exemple. Puis maintenant, on voit des livres, on voit des ateliers, des conférences partout dans le monde, puis par beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'écoles d'enseignement. Donc, c'est une grande chance que nous avons pour devenir plus conscients et plus connaissants, d'avoir cette grande ouverture maintenant, parce que c'est plus interdit maintenant de vendre ces livres-là partout. Hein? Tout est tout maintenant. Oui. On essaye toujours de freiner les mouvements. Tout le monde essaye, les gouvernements, le système médical, là, il y a beaucoup de systèmes qui veulent pas croire à ça, puis qui, même chez nous, on a eu des fois des attaques contre, avec l'ordre des psychologues, des choses comme ça, qui aiment pas que les gens viennent faire de la thérapie, parce qu'ils pensent que c'est de la thérapie, mais nous, c'est pas de la thérapie, c'est de l'enseignement, mais c'est parce que ils disent, bon, vous êtes jamais allé à l'université. C'est juste les gens qui sont allés à l'université qui peuvent aider selon ces grands systèmes-là. Mais alors, il y a toujours, on essaye de freiner, mais ils n'y arriveront pas parce que c'est trop. Maintenant, c'est tellement là, depuis l'avènement de l'ère du Verseau, là, on reçoit tellement d'aide pour se prendre en main puis pour aller plus vers l'amour et le bonheur que même s'il y a des interférences et puis des freins, souvent, ça continue. Le développement personnel et puis le cheminement personnel de chaque personne va continuer. Moi, je suis convaincue. Ça fait son petit bonheur de chemin à chaque année, puis ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais... Nous sommes tous des dieux créateurs, puis on est toujours, toujours en train de créer notre vie. Alors, est-ce que j'utilise mon énergie créatrice pour me créer des belles choses, me créer ce que je veux, ou j'utilise mon énergie pour me créer ce que je veux pas? Parce que ça, c'est ça notre pouvoir de choisir. Hein, on a tous le libre arbitre, nous sommes tous des créateurs, mais on a toujours le choix comment on utilise l'énergie. C'est beaucoup plus au niveau du je suis, de ce que nous sommes et non de ce qu'on fait. Alors, si moi, je suis dans ma certitude que je suis capable d'arriver à quelque chose ou que je suis prospère, c'est sûr que je vais attirer beaucoup plus de prospérité, mais c'est beaucoup plus profond que juste la pensée. Parce que le je suis, c'est au-delà de la pensée, ça. Une personne, elle peut dire je suis heureux, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au plus profond d'elle. C'est beaucoup plus être dans notre certitude, c'est au niveau de la façon de sentir, c'est pas avec la pensée. Non. We drop tonight.